Je vous prie de fermer vos micros. Et sur cette base, euh, je voudrais introduire la magnifique et la merveilleuse formation que nous avons aujourd'hui à l'éducation des enfants. C'est un thème sacré. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas une école pour être parent. Eh bien oui, quand je n'ai pas trouvé des écoles avec mes frères Jean-Marie et les autres, Béatrice, Raïssa et vous tous, on a créé l'école pour être parent. Ici, on n'est pas sorcier. Hein. On essaie de prendre des livres à gauche, à droite, on lit et à partir de l'expérience, des formations que nous recevons ici et là, on densifie tout ça et on vous propose. Donc, ce que Jean-Marie va parler tout à l'heure, ce n'est pas comme une vérité d'évangile ou quoi. Vous allez enrichir avec vos expériences. Il va dire beaucoup de choses. Il y a une densité extrême dans le contenu de Jean-Marie, mais il va parler de 5 choses. Il a que 5 points à parler. Et le premier point qu'il va énoncer, c'est pourquoi éduquer nos enfants. Premier point. Deuxième point, les missions et les responsabilités des parents. Troisième point, les outils. Ça sera le point. ça sera le point qui sera très, très long, mais c'est le point, je pense, central, les outils de l'éducation des enfants. Et un autre point extrêmement important, c'est l'analyse des risques. Quand tu as un enfant de 6 mois, quels sont les risques auxquels il court? Quand tu as un enfant de moins de 10 ans, quels sont ses risques? Quand tu as un adolescent, quels sont ses risques et quelles sont les mesures qu'il faut approprier, qu'il faut prendre pour assurer la sécurité de l'enfant? Et le dernier point, c'est les clés du succès. C'est-à-dire, à la fin, il y a une seule chose qu'il faut faire. C'est lequel? Donc, et ces différents points feront l'objet des vidéos qui vont suivre. Et sans plus tarder, je donne la parole à Papa Jean-Marie, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et justement, c'est son expérience qui va parler au-delà des notions théoriques qu'il va donner. C'est surtout son expérience qu'il va parler. Merci, Papa Jean-Marie. Tu as la parole. Bonjour, merci Rigo. Dis-moi juste si tu me reçois 5-5, c'est bon? C'est parfait. Merci. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour, je suis très content encore une fois de vous retrouver. C'est toujours une grande joie pour moi de me retrouver avec vous parce que je tire de chaque enseignement, de chaque formation que nous donnons, beaucoup de leçons et de valeurs pour ma vie et celle de ceux qui m'entourent. Donc, le thème d'aujourd'hui, comme l'a dit tonton Rigo, c'est l'éducation des enfants. C'est un thème tellement vaste, mais on va essayer ensemble de prendre quelques éléments et essayer d'en profiter et récupérer ce que l'Esprit Saint veut nous donner aujourd'hui. Alors, par éducation des enfants, je vois deux thèmes. Le thème éduquer et le thème enfant. Regardons d'abord l'enfant. L'enfant, c'est celui qui a besoin d'aide pour grandir. C'est celui qui n'est pas autonome, qui a donc besoin de notre accompagnement pour s'épanouir pleinement. Qui sont donc les enfants? Qui sont nos enfants? Nos enfants, ce sont bien sûr nos enfants de chair, mais c'est aussi tous les enfants que nous avons pris chez nous dans la famille, dans le cadre de la famille élargie. Les enfants sont venus en vacances chez nous ou simplement les enfants qui sont sous notre toit juste parce que pour aller à l'école, c'est plus facile compte tenu de la proximité géographique entre l'école et mon domicile. Toutes ces personnes sont mes enfants, sont nos enfants, qu'elles soient sorties de mon propre sein ou de notre propre sein ou non. Maintenant, regardons rapidement en quoi consiste l'éducation. Éduquer, ce n'est pas enseigner. Souvent, on fait la différence entre ces deux mots parce qu'il y a une forte similitude. Quand on enseigne, on est en train d'éduquer. Mais quand on éduque, on n'est pas forcément en train d'enseigner. L'enseignement vise le développement personnel, le développement total, intégral de l'être pour acquérir une compétence. Non, pardon, excusez-moi, c'est l'éducation qui vise le développement intégral, mais l'enseignement vise le développement de l'être pour acquérir une compétence spécifique dans un domaine. Mais l'éducation, donc, c'est la formation intégrale pour que je puisse développer mes facultés physiques, morales, intellectuelles et spirituelles. Pourquoi donc éduquer nos enfants? Alors, première raison fondamentale, c'est que si tu n'éduques pas ton enfant, il va quand même recevoir une éducation, mais pas forcément celle que tu souhaites. Si tu laisses ton enfant sans avoir une éducation, sans l'encadrer, alors
à la fin, ce qu'il va devenir, tu peux ne pas être content de ça. Si vous rendez visite parfois en prison aux prisonniers, vous allez voir que 90% d'entre eux, ils vont te dire qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur tenir la main, pour leur montrer le droit chemin. C'est pas qu'ils voulaient se retrouver là, mais malheureusement, ils n'ont pas eu, ils ont un bon fond, mais ils n'ont pas eu quelqu'un pour orienter tout ça. Et je me rappelle de l'histoire qu'un prêtre nous a racontée. Il nous disait que quand il était plus jeune, il avait un ami qui lui demandait de l'accompagner draguer les petites, draguer les filles. Il, il ne se sentait pas à l'aise d'aller avec lui, mais il n'arrivait pas à lui dire non. Donc, il accompagnait quand même. Et quand le gars allait là-bas pour faire ses choses, il était dehors, il attendait que son ami finisse et qu'il vienne le retrouver. À plusieurs reprises, il voulait parler, mais il évitait d'ouvrir la bouche. Et à la fin, son ami a attrapé le sida. Et quelques jours avant sa mort, son ami est venu lui dire, mon gars, tu n'as pas été mon ami. Tu ne m'as pas aimé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à mes parents? Qu'est-ce que tu vas dire à ma mère quand je vais décéder? Oh, il valait mieux que tu me tapes même, que tu me tabasses, que tu me forces même, qu'on devienne même ennemi. Et à la fin, que je puisse être encore en vie, au lieu que tu me laisses aller faire mes choses et après que je tombe dans le trou. Donc, tout ça pour dire quoi? Éduquer nos enfants, c'est comme conduire une voiture sur une route qui n'est pas droite. Si tu ne tournes pas le guidon, à un moment ou à un autre, tu vas sortir de la route. Nos enfants ont besoin constamment que nous soyons à côté, que nous les accompagnions sur le chemin pour qu'ils puissent grandir convenablement. La deuxième raison pour laquelle c'est important d'éduquer nos enfants, c'est que le marché d'aujourd'hui a fortement besoin, du moins en tout cas en Afrique, a fortement besoin des personnes qui ont des valeurs fondamentales, telles que l'honnêteté. J'ai un collègue, il y a quelques années, qui me dit que, mon gars, j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, je n'arrive pas à trouver quelqu'un à qui je peux confier la responsabilité de surveiller les travailleurs dans mon chantier. Je dis, comment ça? Il dit, non. Je dis, mais tu n'as pas de cousin, tu n'as pas de neveu, tu n'as pas de petit à qui tu peux dire que, bon, voilà l'argent, ou bien tu déposes l'argent quelque part, il compte le nombre de sacs de ciment. Il dit, mon frère, j'ai essayé un petit, j'ai essayé deux, trois, tous m'ont frappé. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu impossible de trouver une personne honnête en qui tu peux confier des choses et que la personne ne te trahisse pas. Et tout ça, le fond de ça, c'est comment est-ce que j'ai grandi, c'est comment est-ce que mes parents m'ont éduqué. Donc, pour nous, nous avons besoin de mettre sur le marché, en tout cas le marché africain, des personnes avec des valeurs fortes, qui sont éduquées solidement pour pouvoir faire développer nos pays respectifs et nos continents respectifs. La troisième raison qui m'a frappé, c'est que l'éducation scolaire développe les compétences intellectuelles nécessaires pour l'amélioration des systèmes d'un pays ou d'une région. L'amélioration du système de santé, par exemple, si quand tu permets à tes enfants d'aller à l'école et quand tu les accompagnes dans une bonne éducation scolaire, à la fin, nous avons une réduction de la mortalité. Ceux qui sont dans les pays développés certainement vont confirmer. Nous avons une amélioration du système, l'amélioration du système de culture conserve nos traditions de façon optimale. Les améliorations des systèmes économiques, politiques, religieux et tout ça, ça a pour conséquence d'améliorer de façon générale la qualité de vie dans un pays. Donc, mes frères, mes sœurs, l'éducation n'est pas quelque chose d'optionnel. L'éducation de nos enfants n'est pas optionnelle. C'est obligatoire. Si je n'éduque pas mon enfant, je suis en train de trahir la raison pour laquelle je suis parent. Quelle est donc justement la mission, la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants? L'enfant, quand il est encore bébé, il n'a pas d'autre Dieu que toi. Tu es son devant, derrière, comme on dit souvent. Nos enfants sont totalement dépendants de nous. Je me souviens d'une famille aisée au quartier quand j'étais petit où les enfants avaient des vélos et des ballons. À notre époque, un enfant qui avait ces deux choses-là était le roi des autres enfants. Parce que quand on jouait, dès qu'il vient, il dit qu'il prend son ballon pour entrer, le match est fini. Cette famille a connu le décès du père qui était relativement riche par rapport à nos parents de l'époque. Et les enfants sont entrés dans une misère telle que certains ont dû même arrêter d'aller à l'école.
Pour nos enfants, nous sommes leur devant-derrière, comme on dit au quartier. Cela entraîne de faire une très grande responsabilité. La responsabilité de les éduquer, de leur communiquer des valeurs fondamentales, de leur montrer le droit chemin. C'est une mission spéciale que Dieu nous confie et nous devons donc nous y engager résolument. De plus, la famille, c'est l'Église en miniature. Ainsi donc, les points tels que la gestion des conflits, la gestion des situations d'intimidation au bureau, ça commence par la gestion de la relation des intimidations entre frères et sœurs. La gestion des situations de crise, telles que le manque d'argent, la pauvreté, c'est à la maison que ça commence. C'est là-bas qu'on commence à gérer ça. La famille, c'est la première école de la vie. Et les parents en sont les instructeurs, les coachs et les catalyseurs en même temps. Ainsi donc, ma mission en tant que père ou en tant que mère, c'est de faire, ou au moins d'essayer de faire, que ma famille soit un lieu où l'évangile est vécu. Dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio, en son numéro 36, le pape Jean-Paul II dit « C'est aux parents, en effet, de créer une atmosphère familiale animée par l'amour et le respect envers Dieu et les hommes, telle qu'elle favorise l'éducation totale, personnelle et sociale de leurs enfants. » La famille, c'est donc la première école des vertus sociales dont aucune société ne peut se passer. Donc, nous avons comme mission, nous parents, comme responsabilité de nous occuper de nos enfants parce que nous sommes le prolongement de Dieu. Dieu nous a créés, mais nous devons continuer son œuvre avec nos enfants et les éduquer de manière à faire des hommes debout, des personnes qui sont valables et utiles pour la société. Quels sont les outils que nous pouvons donc utiliser pour nous assurer d'une bonne éducation de nos enfants? Il y en a plusieurs. Donc, je vais nous prier d'être un peu patient pour que je puisse énumérer tout ce que j'ai pu glaner un peu partout. Le premier outil que j'ai découvert, c'est une atmosphère chaleureuse, c'est-à-dire l'affection, la tendresse, les gestes et les paroles d'amour. L'atmosphère chaleureuse fait que nos enfants ont envie de nous suivre, de nous faire plaisir et ça motive leur apprentissage. Quand tu es à la maison et que tu es toujours en train d'être nerveux avec les enfants, à la fin, qu'est-ce qui se produit? Je me souviens d'un moment dans une famille où le papa est au salon avec les enfants. Les enfants commencent à sortir un à un. Ils vont dehors. Le papa se rend compte qu'il est seul au salon à un moment. Et les enfants sont en train de causer dehors, peut-être avec la mère. Le papa va dehors pour retrouver les enfants. Les enfants parlent avec lui au début, mais petit à petit, un enfant entre, un autre enfant entre dans la chambre, un autre enfant, et à la fin, il se retrouve encore seul dehors. C'est-à-dire, l'atmosphère chaleureuse, nous devons créer une ambiance, nos parents, nous devons créer une ambiance qui fait que les enfants se sentent en confiance avec nous et qu'ils aient envie de s'ouvrir et de nous ressortir et les bons côtés et les mauvais côtés qu'ils ont. Et je me souviens moi-même l'expérience que j'ai faite, c'est que quand j'étais étudiant, je donnais des répétitions à un garçon, un petit garçon, et je mettais tous les moyens psychopédagogiques que j'avais à ma connaissance à l'époque pour motiver le petit à apprendre. Par exemple, il y a des fois où on commençait par une courte séance de jeu. On faisait un peu de football ou un peu de ping-pong, etc. On commençait des petites choses. Les gens qui font psychopédagogie, vous appelez ça quoi? Brisure de glace ou un truc comme ça. En tout cas, je faisais quelque chose pour mettre le petit en confiance. Activité Et ensuite, brise-glace. Activité brise-glace, ouais. voilà, activité brise-glace, merci. Et je faisais donc cette activité avant de lancer la répétition proprement dit. Ça le galvanisait et était très chaud pour apprendre avec moi. Dans la même période, j'avais ma petite sœur qui était en première terminale, qui avait besoin d'aide en maths. Je l'ai prise en main un jour et quand elle n'arrivait pas à comprendre un exercice, je me suis surpris en train de la gronder et de hurler sur elle. Mais plus je hurlais, plus elle se fermait et ne comprenait rien.
J'ai demandé qu'on fasse une pause parce que ma colère montait tellement que j'ai senti que si je continuais là, je pouvais sortir de moi-même. Alors, pendant cette pause, je me suis souvenu de la belle attitude que j'avais avec le petit garçon et ce qui contrastait totalement avec celle que j'avais à la maison. J'ai décidé de changer l'atmosphère en tolérant les erreurs de ma petite sœur et en l'encourageant, quelles que soient ses réponses. Et elle a commencé à avoir de meilleures notes. Et plus tard, elle a été même elle a eu la meilleure note dans cette discipline-là au niveau de son école. J'ai compris plus tard en échangeant avec elle que ce n'est pas tant que mon explication était mauvaise, mais c'est qu'elle ne voyait derrière mes explications que la colère et les grondements qui allaient se produire si elle ne retenait pas tout correctement. Et cela créait en elle la peur et donc le blocage de son intelligence. En plus donc de cet outil qui est l'atmosphère chaleureuse, j'ai trouvé l'outil que nous tous nous connaissons puisque toutes les mamans, tous les papas le font quand le bébé vient de naître, c'est l'attention. L'enfant est quelqu'un à valoriser, lui donner une place, lui donner beaucoup de, lui montrer qu'on est attentif à lui ou à elle, qu'on est attentif à ce qui se passe au fond de lui. C'est vital pour l'accompagner dans sa croissance. Je suis tombé sur un lien Internet qu'on pourra vous poster en bas de cette vidéo, où une femme raconte deux histoires qui l'ont aidé à voir qu'il est possible dans certaines situations d'éduquer sans punir. Elle présente deux situations. Une où ils ont grondé et puni leur fille. Un soir, ils jouaient à se toucher le nez avec les enfants, lorsque leur fille, au lieu de toucher le nez de son petit frère, elle lui a mis les deux doigts dans les yeux. Le petit frère a hurlé de douleur et le père a hurlé sur la fille en disant « Ça ne va pas, non? Qu'est-ce que tu fais ?» Et la fille s'est mise à pleurer. La mère a pris le petit dans ses bras et elle a calmé. Le père a dit à la fille « Tu dis pardon à ton petit frère. Tu dis pardon à ton petit frère. » Et comme elle ne s'est pas excusée, on l'a punie en la mettant au coin. Mais elle pleurait encore plus fort. Pour lever la punition, elle devait dire pardon à son petit frère, sinon elle y resterait. Bon, elle a fini par dire pardon, mais sans être convaincue. La maman a échangé à froid. Après, quand tout ça s'est passé, elle a échangé à froid avec la fille. Après, et lui a demandé ce qu'elle a retenu de cette leçon. La seule chose que l'enfant lui a dit qu'elle a retenu, c'est que papa m'a grondé. Il ne m'aime pas, je suis trop triste. Papa m'a grondé. Il ne m'aime pas, je suis trop triste. La mère lui demande, mais pourquoi est-ce qu'il t'a grondé? La réponse est, je ne sais pas. Bien. La mère lui a calmement expliqué pourquoi il a grondé, que c'est parce qu'elle avait fait mal à son petit frère, etc., etc. Deuxième situation, où ils n'ont ni Monsieur, grondé, ni puni alors, leur fille. envoie-moi ça par WhatsApp, c'est pas arrivé. Donc, un soir, de retour du bureau, ils se sont lancés dans un jeu de cartes avec leur fille aînée. Le petit frère qui n'avait qu'un an voulait jouer aussi. Mais comme il ne savait pas jouer, il a attrapé 10 cartes en même temps au grand désespoir de sa sœur qui lui dit « Léon, tu nous laisses jouer s'il te plaît, tu nous laisses jouer aux cartes » tout en le poussant suffisamment. Et quand elle l'a poussé, le petit est tombé à la renverse sur la moquette. Il s'est cogné la tête au sol et il s'est mis à hurler. La maman a immédiatement pris le petit frère dans ses bras et elle s'est mise à parler au petit frère en lui disant « Pardon, Léon, pardon. Je pense qu'elle ne l'a pas fait exprès. Pardon, elle ne voulait sûrement pas te faire du mal. » Elle a préféré essayer de persuader sa fille qu'elle voulait bien faire, plutôt que de la persuader qu'elle était méchante. La fille a senti que son geste n'était pas bien et elle en était triste. Et la maman, plutôt que de lui imposer une façon de réparer son erreur, elle lui demande « Qu'est-ce qu'on peut faire pour ton petit frère Léon ?» Et la fille répond « Attends maman, je vais lui faire un câlin. » Et elle est venue, elle a fait un câlin à son frère. Et elle lui a dit « Pardon Léon, tiens, regarde la boîte qui fait la musique. » Et ils ont repris leur partie de cartes. Et à un moment, la fille dit à Léon « Léon, si tu veux, tu peux venir jouer avec nous. » Et l'ambiance était favorable, était très bien. Bon, que retenir de tout ça? Dans la première situation, la fille pleure non pas parce qu'elle regrette son geste, mais parce qu'elle est triste de s'être fait gronder. Dans la deuxième, non seulement elle a dit un vrai pardon à son petit frère, mais en plus, elle lui a permis de rejouer avec elle.
L'objectif n'est pas de gagner une bataille avec son enfant, ni de le dominer. L'objectif est d'être attentif à ses préoccupations internes et d'influencer son enfant pour le responsabiliser de façon qu'il ou elle ne se comporte pas bien seulement quand il est avec nous, mais aussi qu'il ait le bon comportement parce qu'il croit et que s'établisse en lui la cohérence de vie dès le bas âge. L'outil dont je voudrais maintenant parler, c'est la fermeté. Les parents ne peuvent pas se laisser manipuler n'importe comment par les enfants avec leurs caprices. Qui vole un œuf volera un bœuf. Si tu cèdes à tous les caprices de ton enfant, tu es en train de former un dictateur et un paresseux qui ne pourra pas s'adapter aux lois de la société et qui aura du mal à vivre en couple quand il sera grand. Les parents laxistes interviennent souvent pour sauver leur enfant des conséquences de leur comportement, parfois à l'école, et de les tirer des situations qui pourraient être des occasions d'apprentissage utiles. Donc, ne considérons pas les limites et les commandements comme quelque chose qui est négatif, forcément, mais l'objectif des commandements et des limites, non pas pour but de réduire notre épanouissement, mais d'organiser notre liberté de manière satisfaisante. Donc, en imposant des limites à mon enfant, en étant ferme dans ces limites, je suis en train de lui apprendre à canaliser et à organiser sa propre liberté. Et je lui apprends à ne pas vivre le libertinage, mais à vivre la liberté des enfants de Dieu. L'autre outil que nous pouvons exploiter, c'est l'exemple et la cohérence de vie. On dit que l'arbre se reconnaît à son fruit. Je n'ai pas lu les études à ce sujet, mais je pense que la grande majorité de l'apprentissage provient de l'imitation. Nos enfants nous copient. À la maison, quand papa boit l'eau en mettant la bouche directement sur la bouteille, sans passer par le verre, alors les enfants oublient les verres ou les gobelets et ont tendance à faire comme lui. Quand maman insulte un de ses enfants, fainéant, qu'est-ce que tu fais là? Alors quand elle sort, le grand frère, quand il reste seul avec les enfants ou avec ses petits, sa meilleure façon de prendre autorité sur eux, c'est de les appeler fainéant. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, de même que nous, on se discipline pour être cohérent, de même, nos enfants vont se discipliner avec leurs frères et avec d'autres personnes. Moi-même, j'ai remarqué chez moi, quand j'essaie de donner le bon exemple aux enfants, je vois qu'ils font plus d'efforts. Dernièrement, ma femme a voyagé et je suis resté seul avec les enfants. Je me suis rendu compte que quand je suis engagé dans les tâches ménagères avec eux, ils ont tendance à diminuer leur niveau de paresse. Mais quand j'organise seulement le tableau, je dis, toi, tu fais ça, et moi, je reste tranquille. Je suis là comme un directeur qui pilote seulement les choses. Alors, dès que, d'abord, on ne fait pas bien, et quand on fait, on essaie de faire en sorte qu'on fait rapidement et on quitte dessus. Et quand il y a moyen d'échapper, on échappe à ça. Donc, vraiment, notre exemple et notre cohérence de vie, c'est le meilleur enseignement pour nos enfants. L'outil que nous pouvons exploiter également, c'est l'écoute. Ça, c'est dans presque tous nos thèmes, l'écoute revient. L'écoute, l'écoute, l'écoute. Dans la Bible, on dit schéma Israël. C'est-à-dire, écouter là, c'est plus important que tout. Quand tu écoutes bien et quand tu écoutes ce que la personne dit, quand tu écoutes ce que la personne ne dit pas, alors tu peux mieux l'aider. Nous, les parents, nous sommes appelés à accompagner le développement intégral de notre enfant pendant sa vie. Pas de vivre sa vie. Pas de vivre sa vie. C'est pourquoi le style directif peut être nécessaire pour les tout petits quand ils sont encore avant l'âge de l'adolescence. Mais il est important d'écouter les signes qui ressortent de sa vie et des crises qu'il ou elle traverse. J'ai lu sur Internet une femme qui disait que lorsque sa fille de 3 ans, qui savait déjà aller aux toilettes, s'est mise à faire caca dans sa culotte, elle a tout de suite su que c'est un signal qui indiquait que l'enfant allait traverser ou était en train de traverser une nouvelle crise de croissance. Nous devons écouter nos enfants, ce que nos enfants nous disent et ce qu'ils ne disent pas. Le langage corporel peut aider à déchiffrer le message. C'est notre rôle de toujours décoder le bon message et agir en conséquence. Ma mère était capable de me regarder et de dire,
ce gars-ci, il a faim. Donc, vous les mamans, vous les papas, vous avez, en regardant vos enfants, vous savez voir ce qui est, ce que l'enfant est en train de nous ressortir en réalité de sa vie, en dehors de ce qui sort de sa bouche. L'écoute est centrale. Le style directif, c'est bon quand on est encore, quand les enfants sont tout petits, mais quand ils commencent à devenir adolescents, c'est bon d'écouter un peu plus et de comprendre le fond de ce qui est dans leur vie pour pouvoir mieux les accompagner. Outil très utile également pour nous les parents, c'est la confiance et la liberté. Quand nos enfants grandissent, ils se demandent, nous sommes de quel côté? Ça, je l'ai tiré du livre Positive Discipline for Teenagers, qui est écrit par James Nelson et Lynn Lott. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Vous êtes de quel côté? Du côté de l'enfant? Quand votre enfant avait 1 an et vous vouliez lui apprendre à marcher, vous teniez sa main pour marcher avec lui. Et ensuite, vous lâchez sa main. Et même quand l'enfant de 1 an tombe, vous êtes prêt à aller l'aider à se relever. Vous accompagnez l'enfant, mais ce n'est pas grave s'il tombe. C'est pareil quand il devient grand et surtout quand il est adolescent. Une partie de son apprentissage risque de passer par les verres cassés ou la voiture qui l'a bousillé. Ah oui, avant d'être ce que nous sommes, avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, parents, nous avons fait plein de dégâts. Hein? Il y a des gens qui ont pris la voiture de papa et qui ne savaient pas encore démarrer et qui ont envoyé la voiture sur le mur. Donc, ça on n'y peut rien. À l'adolescence, on va avoir des choses qui vont arriver. Mais maintenant, la suite, c'est comment j'accompagne l'enfant. Tu es de quel côté? Ou même, tu vas trouver que l'enfant s'est égaré dans l'alcool ou encore dans les drogues. Dans les pays, dans certains pays, on a ces cas de façon très marquée. Donc, nous, parents, nous avons une grande responsabilité là derrière. Une partie de lui ou d'elle doit toujours être assurée qu'en parlant à son parent, il ou elle ne sera pas jugé. Ne sera pas jugé, mais va toujours mériter votre confiance. Une des choses qui fait que nous sommes chrétiens, c'est le fait que Dieu, dans son infinie bonté, arrive à nous regarder encore comme ses enfants, malgré les péchés et malgré le fait que nous avons cloué son Fils sur la croix. Un outil fondamental, très utile dans le management de la maison, de la famille que j'ai découvert, ce sont les réunions de famille. Les réunions de famille, ici, je ne veux pas parler des réunions de la grande famille élargie qui a lieu peut-être tous les ans pour certains. Non, je veux parler de la réunion de notre famille nucléaire, papa, maman et les enfants. Est-ce que les réunions de famille sont nécessaires? Il y a beaucoup de familles ici qui, en réalité, n'ont pas un programme ou bien qui ne tiennent pas de réunions de famille de façon régulière. Peut-être parce qu'elles ne trouvent pas que c'est utile. Mais nous, en tout cas, nous trouvons, ça nous aide beaucoup. Les réunions de famille sont un outil formidable car elles créent une plateforme d'échange qui permet d'enseigner les valeurs et les compétences sociales à nos enfants, tout en maintenant la dignité et le respect. La réunion familiale travaille quoi? Ça travaille l'écoute et le respect mutuel. Quand l'enfant, s'il veut parler, l'autre se met à parler, on canalise, ça permet de faire que j'apprends à écouter. Ça travaille la capacité de raisonner ensemble à travers le brainstorming. On a un souci maintenant à gérer. Il y a la barrière du voisin qui est tombée ou bien il y a telle personne à aider au quartier. Est-ce qu'il faut aider? Est-ce qu'il y a un brainstorming qui se fait et chaque enfant commence à parler? On parle. Et quand on parle, à la fin, on trouve une solution ensemble. Donc, ça aide l'enfant à raisonner ensemble. Ça développe la capacité à résoudre les problèmes. Ça développe la capacité de prendre du recul pour résoudre un problème. Par exemple, quand les problèmes surviennent dans la famille, parfois, on peut garder et ne pas résoudre le problème à chaud. Il y a des problèmes pour lesquels il faut prendre du recul et dire, par exemple, que mettons ça comme un point de la prochaine réunion de famille. Ça fait que ça donne le temps d'y réfléchir et ensuite, quand on vient à la réunion de famille, on vient avec des solutions plus concrètes
parce qu'on a eu le temps d'y réfléchir. Les réunions de famille développent l'attention aux autres, la coopération, l'acceptation des fautes, des erreurs dans un environnement sécurisé. Les enfants, comme nous-mêmes, nous admettons, et les enfants, nous admettons facilement que nous avons commis des erreurs, que nous savons que nous allons être soutenus et qu'on va nous aider à trouver des solutions à nos difficultés et non pas être blâmés. Et la réunion de famille, justement, c'est ça. Parce que si papa est toujours en train de gronder dans la réunion de famille, ou maman est toujours en train de lever la voix pour dire les fautes de tout le monde dans la réunion de famille, à la fin de la réunion, là, elle n'aura plus lieu. Chacun va trouver un prétexte pour s'enfuir. Mais quand il y a des réunions régulières, ça fait qu'on accepte volontiers que, bon, OK, là, d'accord, tu as raison. Sur l'autre point, je ne suis pas d'accord, mais sur ça, quand même, OK, je comprends, je suis d'accord. Et là, on grandit. Et la réunion famille permet donc de choisir des solutions qui respectent la dignité des autres. Pour les parents, la réunion de famille, c'est également une opportunité pour éviter d'enseigner la même chose à chaque enfant individuellement. Quand tu prends X, tu lui parles de telle chose. Tu prends Y, tu parles de la même chose. Pour les familles nombreuses, ce n'est pas forcément facile. Pourtant, quand vous faites la réunion, là, tu donnes le même message et vous discutez une fois. Bref, c'est comme en entreprise. Au lieu d'aller voir chaque agent pour expliquer une chose, vous réunissez et voilà, vous faites la réunion, c'est bien. La réunion de famille permet aussi de créer de bons souvenirs à travers une tradition familiale. Comme ça, quand ton enfant sera grand, quand il sera déjà marié, on avait l'habitude de se réunir tel jour et ça fait chaud au cœur. On voyait papa qui faisait ça, on voyait maman qui faisait ci, et ça fait chaud au cœur. Et ça permet simplement d'avoir un peu de joie ensemble. Et ça permet également de présenter les cas pratiques qui ressortent, qui permettent de ressortir les aptitudes que nous souhaitons développer chez les enfants. Il y a telle chose que on veut expliquer à l'enfant, on prend un exemple et quand on développe ça, le cas pratique là nous aide à développer un point bien précis. Alors, l'outil réunion de famille, comment l'exploiter de façon optimale? Au lieu de traiter les problèmes à chaud, comme je l'ai dit, on peut garder les problèmes et ça permet de prendre du recul et les traiter pendant la réunion de famille. Le deuxième moyen d'exploiter la réunion de famille, c'est que la réunion de famille est un moment très utile pour les réflexions sur une question sans forcément trouver immédiatement la solution. Ce n'est pas parce qu'on a un problème que forcément, il faut qu'on trouve la solution là. On peut tenir la réunion, mais papa et maman, on ne sait pas forcément tout. À un moment donné, il faut être capable de dire à l'enfant, je ne sais pas, mais on va chercher. Ou alors, cherchons ensemble sur Internet, cherchons ensemble comme ça, cherchons comme si, je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je vais demander à tonton tel. Lui, comme il est dans ça, il va peut-être nous dire. Donc, c'est une façon, ne venons pas être des petits dieux dans la réunion de famille, ça ne va pas marcher. La réunion de famille crée un fort sentiment d'appartenance chez les enfants, surtout chez les adolescents. Et donc, ça fonctionne mieux quand ça se tient avec une fréquence plutôt qu'au milieu d'une crise, on dit que, bim, décision, réunion de famille. Non, qu'il y ait une fréquence régulière, concept, c'est tous les samedis, tous les dimanches, après la messe, ou bien tous les mois, tous les jours, bref, suivant votre calendrier. Discuter de tout au cours d'une réunion de famille, quels que soient les sujets, même les sujets les plus extraordinaires ou les sujets mondains. Les parents, ça nous impose qu'on se cultive régulièrement ou qu'on cherche. Et si on n'a pas la réponse, d'accord, on dit, attendez, on va chercher un peu plus. Mais ça permet de donner aux enfants l'essentiel de nous-mêmes. Souvent, tu vois des parents qui sont très bien, mais des enfants qui sont complètement décalés des parents. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas une communication efficace. Les parents devraient s'assurer aussi, pendant la réunion de famille, qu'ils ne monopolisent pas la parole. De même, critiquer les enfants ou leur donner des ordres pendant la réunion, ça fait échec au but de la réunion de famille. Donc, la réunion de famille, c'est un super moyen, c'est très utile pour réaliser la prière en famille. Ça aussi, ça peut être exploité. La prière, c'est la source où nous buvons pour avoir la force contre la tentation. C'est la réunion de famille, c'est bon, c'est à la prière en famille que j'apprends à mes enfants
à prier comme moi. C'est là-bas que je leur donne les moyens pour lutter quand ils vont être face au péché. Et quoi de mieux que de laisser à nos enfants comme héritage de la source pour toujours revenir à Dieu. La prière en famille rend nos enfants plus forts contre la peur des mauvais esprits, etc. La prière en famille, ça solidifie, ça nous donne la confiance. En fait, au lieu de dire réunion familiale, nous pouvons même l'appeler prière en famille. C'est vrai, si on dit, quand on dit prière en famille, il y a une autre organisation. Mais on peut avoir des séances de réunion de famille et certaines séances qui sont prises pour faire prière en famille, afin de montrer que nous nous réunissons pas seulement pour discuter, mais aussi pour prier. La prière en famille, c'est une occasion parfaite de lire la Bible ensemble et de l'interpréter. Parce que si je n'interprète pas la Bible à mes enfants, d'autres personnes vont lui donner une interprétation qui n'est pas forcément celle que je veux qu'ils aient. Donc, la prière en famille, c'est un bon moment pour lire la Bible et montrer ça aux enfants et l'expliquer aux enfants. Faites en sorte que chaque membre de la famille ait son tour pour diriger la réunion, si c'est possible. Alors, aujourd'hui, c'est le tour de X, c'est le tour de la plus petite. Papa, aujourd'hui, c'est moi qui donne la parole aux gens. Toi, tu parles 5 minutes, toi, tu parles 10 minutes, toi, tu parles pas. Ça fait fun, ça fait jeu, c'est bien. Ça fait que chacun se sent, concerné. Et ça fait que la réunion est très bien. N'essayons pas de décider forcément une solution sur des sujets controversés, surtout s'il y a des enfants adolescents. Parfois, il faut proposer de prendre d'autres informations et de demander l'avis de Papa Dieu, par exemple, dans la prière, pour en parler à une prochaine réunion. Voilà pour les réunions de famille. Je sais que j'ai été un peu long sur ce point, mais c'est un point qui me tient à cœur et c'est très utile pour les familles. Un autre outil pour éduquer nos enfants, c'est les médias, tout ce qui est équipement informatique et Internet. Il y a tout un thème que nous avons sur les masses médias, mais je voudrais juste nous rappeler quelques éléments, notamment l'impérieuse nécessité pour nous, parents, de garder un œil sur ce que font nos enfants sur Internet et sur le temps passé devant les écrans. Nos enfants, surtout les adolescents, ils ne sont pas encore grands. Enfant égale enfant. Il ne faut pas croire que parce que l'enfant te montre un certain niveau de responsabilité, l'enfant a déjà une maîtrise de la vie. Non, nous avons à les aider. Il n'y a pas que du mauvais dans les outils informatiques. Plusieurs enfants arrivent dans les écoles d'architecture ou de programmation informatique avec une longueur d'avance parce qu'ils ont développé des programmes opérationnels ou dessiné des méga structures quand ils étaient encore petits sur leurs ordinateurs. De l'autre côté, il y a les mauvaises influences sur les réseaux sociaux, les contenus obscènes sur certains sites web, les contenus qui rendent accro sur certaines pages ou certains jeux en ligne. L'important, c'est d'établir en accord avec les enfants des lignes directrices par rapport auxquelles ils devront être responsables de l'application. Ici, je vais faire quelques suggestions pour fixer ces lignes directrices. C'est juste des suggestions. Chacun va adapter ou bien voir suivant son contexte particulier. Une des suggestions, c'est donner aux enfants des choix limités quant à la durée et au moment où ils peuvent utiliser les médias. Par exemple, pas de téléphone ni tablette pendant les soirs d'école, c'est un exemple, ou bien 90 minutes ou jusqu'à 2 heures tous les week-ends de télé ou bien d'Internet ou de X ou Y. N'installez pas de téléviseur ou d'ordinateur dans la chambre de vos enfants. Décidez ensemble d'une sorte de temps de stationnement nocturne de tous les appareils. À une certaine heure, par exemple 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, ordi, téléphone, tout ça là, on garde dans un tiroir et c'est papa ou maman qui a la clé. Car certains adolescents envoient les SMS toute la nuit et ils n'arrivent pas à dormir. Et c'est pour ça qu'ils se sentent si fatigués et parfois de mauvaise humeur le lendemain. Discutez avec vos enfants de ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux et de ce qu'ils font, de ce qu'ils jouent, de leur jeu et tout. Rappelez à vos enfants que tout ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp et autres, pour nous disons à nos enfants que tout ce que tu postes là-bas, c'est la même chose que si tu vas te tenir au marché, tu parles. Le marché central, pour ceux qui connaissent un peu à Douala,
le mall, pour ceux qui sont peut-être en Europe, c'est comme si ton enfant va en pleine rue ou bien en plein mall, donner son âge, son prénom, son temps, tout ce qu'il a. Il faut savoir que l'information qui est publiée là, qu'est-ce qui se passe parfois? J'envoie une photo à une amie, c'est une photo privée. Mon ami prend la photo et dit, regarde comment il envoie une amie commune. Regarde comment il était heureux ou bien elle était heureuse. Et l'amie commune veut, dans un autre forum, montrer aux gens que non, il y a des gens qui sont heureux malgré X. Il envoie la photo là-bas. À la fin, ma photo se retrouve sur Internet, se retrouve partout. Et voilà, je n'ai pas réellement de vie privée. Donc, ce que je dois envoyer sur les réseaux sociaux doit correspondre à ce que je dirais en public, au marché. Ne donnez pas à vos adolescents vos mots de passe, iTunes, Netflix et autres. Ils vont se mettre à télécharger les vidéos. Ce sont encore des ados. Ne croyez pas qu'ils vont se maîtriser. Ou alors, ayez le moment où vous vérifiez, vous contrôlez l'efficacité de ça. Contrôlez ça vous-même, je vous en prie. Donc, ça, c'était quelques exemples de lignes directrices pour garder une vie équilibrée avec les médias. Le moyen que je vais présenter maintenant, le dernier moyen, c'est simplement les moments de qualité en famille. Nous avons fait un thème où on a vu qu'il y a les moments de qualité et je ne vais pas revenir sur ce que c'est que moment de qualité, mais je vais donner quelques idées pour passer des moments de qualité agréables avec les enfants. Il y a des sorties ensemble, il y a faire des voyages longs avec eux, il y a faire des promenades ensemble, il y a faire des activités que eux ils ont planifiées. Aujourd'hui, on fait quoi, les amis? Ça là, souvent je vois les femmes, c'est plus facile, mais pour nous nous les hommes disent aux enfants, on fait quoi aujourd'hui? Le programme est déjà tellement dense, ce n'est pas évident. Mais consacrer un temps où je dis que ce jour-là, c'est pendant cette période-là, je suis avec mes enfants et je fais ce qu'eux ils désirent. Papa, on va à la piscine. Papa, on va au marché. Papa, on va. C'est ça qu'on va faire. C'est ce que l'enfant a dit là qu'on va faire. Ça là, ça fait des moments de qualité vraiment agréables. Parfois, c'est simplement marcher ensemble. Être plus disponible simplement. Il faut travailler le respect mutuel pendant ces moments-là. Parfois, c'est les inviter à voir votre lieu de travail. Voici là où je travaille, voici là où je signe, voici là où je décide, voici la machine que je tourne, bien sûr avec les autorisations nécessaires. Alors, l'analyse des risques. Bon, je me rappelle un autre point de moins de qualité pour les femmes, c'est cuisiner ensemble. Ça, c'est magnifique. Les enfants sont très contents. En tout cas, chez nous, je me rends compte quand on est tous ensemble, certains épluchent la pomme, d'autres font ceci. Ainsi, quand on fait la cuisine tous ensemble, là, chez moi, les enfants sont heureux. Donc, je vous propose ça aussi, qu'il y ait des moments que vous craignez pour cuisiner ensemble. Entrons dans l'analyse des risques en fonction des âges et des périodes d'âge. Entre 0 et 4 ans, les risques sont souvent les risques liés à la sécurité de la personne. Électrisation ou électrocution sur les câbles nus pour les maisons qui ne sont pas encore terminées, en Afrique par exemple, ou même quand la maison est terminée, il peut y avoir électrocution sur les prises pas suffisamment protégées. Les enfants, à cet âge-là, touchent à tout, veulent découvrir tout, démontent tout et donc envoient les clous, des choses comme ça. Donc, cela signifie que nous, on doit prendre des dispositions pour être toujours en train de savoir où se trouve ce gars ou cette fille. Il est où? Savoir le voir et bien identifier, bien encadrer, bien protéger les prises, protéger ces passages, les bords de table ou d'armoire, savoir comment faire des formes qui permettent que l'enfant ne se perce pas le crâne, ainsi de suite. Entre 5 et 11 ans, nous avons les accidents domestiques et les accidents sur la voie publique. Les distorsions des valeurs et de la réalité par la télévision. Les enfants, avant, avaient entre 0 et 4 ans, ils sont plus concentrés sur ce que imiter papa, imiter maman. Mais après, la télé vient, les dessins animés, la télé, et ils commencent à croire que ce qui est là-bas, c'est la réalité. Et donc, j'ai le fils d'un ami qui s'est retrouvé sur le balcon en train de vouloir sauter parce qu'il croyait qu'il allait voler comme Superman. Il a fallu que mon ami utilise une petite technique là pour le faire descendre sans que l'enfant ne tremble. Donc, il faut faire attention à ce qu'on à bien montrer aux enfants que ce n'est pas tout ce que tu vois qui est la réalité. Les adolescents, là-bas, on a les risques de cybercriminalité et de toxicomanie.
les risques de déviance sur Internet ou à travers les amis, les détournements de mineurs, les grossesses indésirables et les MST. Et ça, je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler sur ça. Nous savons comment faire pour essayer d'éviter cela à nos enfants. Pour les enfants, les risques à tous les âges. On a des risques sanitaires comme le Covid, l'insalubrité et l'environnement physique, l'eau à boire, la pollution, les ordures ménagères qui ne sont pas recueillies ou bien les maladies et les cancers qui sont liés au régime alimentaire, etc. Donc ça, nous devons continuellement veiller à ça et entraîner nos enfants à détecter. Papa, tu avais dit que sur la boîte de temps, quand on voit ça, ça signifie qu'il y a trop de ceci et donc il ne faut pas trop en prendre, ainsi de suite. Donc, dans les achats qu'on va faire, les enfants, même, on les met à contribution pour essayer de s'orienter pour éviter les risques sanitaires. Les risques d'enlèvement, de viol, ça, c'est les risques à tous les âges. Ça, on doit faire attention, c'est vrai, c'est la réalité. Les risques d'échec scolaire ou de mauvaise orientation scolaire, ça aussi, c'est un cas qui arrive et il faut être là pour accompagner nos enfants. Regardons quelques éléments clés de réponse à la problématique de l'éducation des enfants. Donc, pour gérer tous ces risques et pour l'éducation des enfants de façon générale, le facteur clé, c'est ma disponibilité, la présence des parents. C'est ça qui est l'élément clé pour pouvoir assurer une bonne éducation des enfants. Car c'est en étant présent que tu peux vraiment découvrir et accompagner ton enfant. Si tous les jours de la semaine, tu es occupé, il y a des gens qui sont occupés de dimanche à dimanche. Ça c'est un problème. Tu ne peux pas être occupé de dimanche à dimanche. Non, 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 non. Il faut qu'il y ait quand même du temps pour ta famille. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas travailler de dimanche à dimanche. Parce que de matin, tu travailles ou bien tu fais le service de car ou bien tu fais quoi. Et alors, il faut que quand tu rentres, tu dors et quand tu te réveilles, tu repars au travail. Mais, non, ce n'est pas que ta femme est là pour éduquer les enfants et toi, tu es là pour aller au travail. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est plus l'éducation des enfants que tu gères. Donc, si tous les jours tu es occupé, trouve un jour par trimestre, par an, par mois, par je ne sais pas quoi, où tu appliques ce que je te propose là, où tu fais le programme des enfants, où tu penses où tu es avec les enfants, où tu fais les travaux ménagers avec eux, où tu les amènes au champ être avec eux, où tu es avec eux. Il faut que tu aies du temps avec tes enfants. Il n'y a pas 36 solutions. C'est seulement là que tu peux les accompagner. Si tu ne peux pas trouver du temps pour éduquer tes enfants, ce ne sont plus tes enfants. On est d'accord? Ce ne sont plus tes enfants. Ce sont les enfants de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui, peut-être qu'ils sont bien éduqués, mais ce n'est pas toi qui fait le travail. Ce n'est pas toi qui les éduque. Donc, ta responsabilité, c'est trouver le temps. Trouver le temps. Ah oui, je sais que le monde nous attire, particulièrement le monde occidental, tout est tellement... Il y a le temps de rien. Mais les enfants qui sont là, n'ont pas demandé à naître, ils sont là. Ils sont là, ils ont besoin de toi. Il faut que tu trouves le temps. Deuxième élément clé, c'est la présence des deux parents. Oui, les parents doivent se rendre disponibles, mais les deux parents doivent se rendre disponibles et de façon synchronisée pour accompagner bien les enfants. Dans les familles recomposées, par exemple, surtout en Europe ou en Amérique du Nord, ou dans les couples où l'un des conjoints a eu un enfant avant, le conjoint qui n'est pas le parent biologique a tendance à être soit trop dur, soit trop mou envers l'enfant qui ne sort pas de son lit. Il est trop distant, parfois pour être politiquement correct. Va parler à ton fils là. Son comportement que je vois avec les filles là, c'est un mauvais comportement. Mais c'est ton fils aussi. S'il vit dans ta maison, c'est que c'est ton fils. Il faut que tu trouves le moyen d'aller lui parler. Parce que cet enfant, quand seulement sa mère vient lui parler, a l'impression que toi, tu ne l'aimes pas. Parce que tu n'es pas dans sa tête, tu ne sais pas comment il vit. Toi, tu veux être, entre guillemets, tu ne veux pas déranger. Mais en réalité, cet enfant a besoin que tu le déranges, a besoin que tu l'accompagnes, a besoin que tu sois son père, a besoin que tu sois sa mère, même s'il ne sort pas de ton ventre. C'est ton enfant. Il a besoin des deux parents pour bien grandir, pour être épanoui. Et donc, voilà, c'est ça. C'est un point que je voulais ressortir pour que nous voyons que nous avons des enfants qui se sentent parfois mal aimés dans nos familles et
Même en étant dans une maison, il se sent toujours orphelin dans la maison. L'enfant, pour devenir un homme ou une femme accomplie, a besoin autant de ressentir la présence du père que de celui de la mère, même si ce ne sont pas ses parents biologiques. Donc voilà, j'ai été peut-être un peu long, je m'en excuse d'avance, mais voilà ce que j'avais préparé et je tenais absolument à ce que nous ayons ça. Et je vous remercie tonton Igor de m'avoir demandé de proposer ce thème. Merci à vous. Oh là là, ça c'est du lourd. Ça c'est du lourd. On va entrer dans la troisième partie de notre débat aujourd'hui là. Mais ce qu'il nous a proposé, Papa Jean-Marie, c'est du lourd. C'est du lourd. Je ne sais pas si vous avez pu bien tout noter, mais c'est intense. Dans cette partie, je vais essayer d'échanger avec vous sur ce que vous pensez de ce qu'il a dit. Mais avant d'échanger avec vous sur ce que vous pensez, sur ce qu'il a dit, j'ai comme 3 ou 4 choses que je voudrais souligner dans cette formation de l'éducation des enfants. La première chose que je voudrais souligner, c'est que quand vous éduquez votre enfant, rassurez-vous que cet enfant a l'expérience que vous l'aimez. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel, la base de l'éducation. Non, il ne faut pas que c'est quand il grandisse qu'il analyse et qu'il trouve que vous l'avez aimé. Non, l'enfant doit grandir dans un socle affectif et affectueux. Il va, vous voyez le nourrisson, nous bon à l'expérience, nous bon il est là, Yannick, il a un bébé à main. Le bébé est pouponné. Le bébé est adoré. Le bébé est protégé. Le bébé est câliné. Le bébé est nourri. Voilà, c'est l'éducation. Hey, Béatrice, tu vois, je te réponds là. Tu as parlé de l'éducation tantôt, moi je te réponds là. Pour moi, l'éducation, c'est ça. Prends ton enfant comme ton bébé. Qu'il ait l'expérience que tu l'aimes. Qu'il sache que tu l'aimes. Qu'il puisse le dire avec 1000 exemples. L'éducation, c'est d'abord une question d'amour, les amis. Mon père m'a aimé. Beaucoup. Mais pour comprendre que mon père m'a aimé, il m'a fallu avoir 25 ans, 30 ans pour analyser de pourquoi il m'a fouetté beaucoup comme ça. Oh Seigneur. Ce point que je vous dis est tellement important qu'il y a des enfants qui se suicident. Les enfants, ils ne connaissent pas encore la difficulté de la vie. Je veux dire, la rudeur de la vie qu'un enfant se suicide. Est-ce que cet enfant a l'expérience que son père et sa mère l'aiment? Sachant que le suicide, se définit comme le manque d'espérance, le manque d'amour. Nous, ce qu'on veut te proposer ce matin, c'est, écoute, est-ce que ton enfant sait que tu l'aimes? Sinon, pourquoi ton enfant ne sait pas que tu l'aimes? Je vous dérange, non? Je vous dérange, mais permettez-moi de vous déranger. Pourquoi ton enfant ne sait pas que tu l'aimes? Ou bien, on a malheureusement et dramatiquement dans des familles les amours sélectifs. Donc, on aime l'enfant qui est le plus beau, qui est le plus doux ou qui est le plus bon à l'école. Il a de bonnes notes à l'école, c'est lui qu'on aime. Ça, c'est des drames qui se passent dans la famille dont l'enfant va naître en détestant sa soeur ou son frère parce que c'est la personne qui est plus aimée par les parents. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce désordre? Ça, je dis, c'est quoi ce désordre-là, les amis? C'est quoi cette affaire? J'aimerais vous entendre sur cette question-là tout à l'heure, OK? C'est quoi ce désordre? Que tu as un enfant que tu as accouché, tu as pouponné. À un moment donné,
il ne se rend plus compte que tu l'aimes. C'est quoi l'affaire? Pourquoi? Pourquoi il ne sent plus que tu l'aimes? Quand il a commencé à aller à l'école, il n'a pas eu les bonnes notes, tu as commencé à le chicoter. Boum, boum, boum. Boum, 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 là. Chicote, c'est le point que je vais parler juste derrière. La punition, on va parler de ça. Mais avant, je veux d'abord être sûr que tu comprends, qu'on est d'accord que l'essentiel dans l'éducation de ton enfant, c'est qu'il ait l'expérience que tu l'aimes. Je veux que ce soit clair. Donc, l'enfant, quand il commence à avoir 6, 7 ans, 8 ans, là, on commence à lui dire de laver les assiettes. Puisqu'il refuse de laver les assiettes, ça devient le ring. Et les amis, c'est pas une affaire des blancs. Hein. Le travail des enfants est interdit. Même laver les assiettes. Disons-nous les choses clairement. Je parle à un public qui est africain. Je sais que nous, dans notre culture, c'est comme un élément de l'éducation de l'enfant. Mais c'est un élément d'éducation. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Tu ne vas pas le boxer. Tu ne vas pas le traumatiser. Seulement parce qu'il n'a pas lavé les assiettes. Pourquoi tu es dans cet état-là? Pourquoi? Il n'a pas lavé seulement. Tu le détruis. Et une chose que je vous dis, la violence psychologique est plus terrible que la violence physique. Ça veut dire quoi? Quand tu cries sur un enfant, tu l'humilies. Le mal que tu lui fais est plus terrible que le mal que tu fais quand tu prends une chicotte pour fouetter cet enfant. Ne dites pas que je ne savais pas. Je vous renvoie sur Internet. Faites vos recherches et venez me dire que tonton rigole, tu ne dis pas la vérité. Je vous dis, quand tu cries sur un enfant, feignant, imbécile, con, idiot, tu es même l'enfant de qui? Ça là, ça a plus de conséquences que quand tu prends la... Je ne dis pas qu'il faut prendre la chicotte. Hein. Je vais parler de ça derrière. Donc, en résumé, quand tu éduques un enfant, est-ce que l'enfant sait que tu l'aimes? C'est ça que papa Jean-Marie a dit tout à l'heure, quand il a dit l'attention et tout ça. Est-ce que ton enfant est content d'être avec toi? Est-ce que ton enfant aime passer du temps avec toi? Est-ce que, voilà. Maintenant, comment aimer l'enfant? C'est la même chose qu'on a dit la dernière fois qu'on faisait le thème sur l'amour. Les paroles valorisantes. Tu es bon. Le verre est toujours à moitié plein ou à moitié vide. Donc, il faut regarder la partie à moitié pleine. Tu es bon. Tu es le meilleur. Regarde. Mais tu n'inventes pas. Tu prends tout ce que l'enfant fait bien et tu dis ça j'aime, ça j'aime. Le renforcement, c'est le troisième point que je voulais dire. Le renforcement positif. Si tu passes plus de temps, je peux le dire maintenant d'ailleurs, si tu passes plus de temps à dire ce que l'enfant fait bien, l'enfant aura tendance à développer ce qu'il fait bien. Je suis un enseignant, donc je vous parle du renforcement positif. Je vais revenir sur la punition tout à l'heure. Nous, dans l'éducation que nous faisons ici au Canada, et je voudrais que mes frères du Cameroun, du Côte d'Ivoire, du Congo qui sont là, et de l'Afrique tout entière puissent apprendre. Nous, ce qu'on fait en termes d'éducation, nous, on n'est pas là pour insulter l'enfant, tu as mal fait, c'est faux. D'ailleurs, même l'expression faux n'existe pas dans l'éducation ici. Tu relèves ce que l'enfant fait bien, ça a été bien. Félicitations. Bravo. Voilà le mot qui sort dans ma bouche 100 fois par jour. Bravo. Et bravo parce que tu as pu comprendre ça. Bravo parce que tu as eu envie de répondre. Bravo parce que tu as osé. Bravo, 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 bravo. Ça donne à l'enfant d'avoir une certaine autorité, une certaine confiance en lui-même. Et c'est comme ça qu'il va grandir dans la société avec une certaine confiance. Bravo. Ah, l'enfant n'a pas lavé les assiettes. Oh, Goroti, tu as lavé les assiettes hier, c'était magnifique. Comment on peut faire pour que ce soit aujourd'hui? Pas crier sur l'enfant et traumatiser l'enfant. Je ne vais pas refaire l'enseignement de Jean-Marie. Donc, je vous ai parlé de l'amour. Je vous parle du renforcement positif. Apprenez à des paroles valorisantes. Les moments de qualité, il a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Les petits cadeaux, tout le monde est sensible à l'amour. Les petits cadeaux, c'est important. Les gestes de tendresse, il faut accolader votre enfant. J'invente même le français. Oh, les miens à trouver français. Il faut faire des câlins, c'est ce qu'on appelle ici des câlins. En Afrique, ça n'existe pas, mais c'est important. Vous faites des câlins quand l'enfant a 6 mois. Nous, bon, tu fais des câlins quand l'enfant a 6 mois. Quand l'enfant aura 5 ans, pourquoi il ne recevra plus les mêmes câlins?
Quand l'enfant aura 6 ans, 7 ans, 8 ans, même quand l'enfant est adolescent, pourquoi il ne recevra plus les mêmes câlins de ses parents pour lui montrer que tu es mon trésor? Tu es mon trésor. Et c'est vrai, pour chaque parent, son enfant, c'est un trésor. Mais il faut que l'enfant, surtout quand il arrive à l'adolescence. Moi, j'ai eu un choc parce que notre enseignement ici est très expérientiel. J'ai eu un choc à mon fils de 17 ans et demi est venu me voir. Il me dit que l'année prochaine, papa, je voudrais aller vivre à l'université. J'étais comme, what? On a une grande maison. Comment tu peux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te blesse et tout? Il y a quelque chose que tu n'aimes pas? Donc, l'enfant a dit que non, je veux être libre. Et quelque part, je me suis remis en question. Je me suis dit, oh, ça veut dire que cet enfant n'est pas en train de faire l'expérience que je l'aime. Alors, je me suis mis à travailler sur la question. Je l'ai prouvé, on a travaillé plusieurs choses et il s'est reconsidéré. Je lui ai dit, tu es mon trésor, tu es notre trésor. C'est-à-dire, toute ma vie. Alors, donc, il faut les moments de qualité. Alors, je voudrais, on a déjà fait le renforcement possible. Le dernier point que je voudrais souligner ici, et ça sera le point de débat. Clara, après tu vas chanter, parce qu'après que j'aurai parlé de ça, on va faire un débat sur ça. Le point, c'est la punition. Est-ce que faut-il, oui ou non, punir un enfant? Est-ce qu'en psychologie, quand on parle de visage de père, est-ce que c'est de la punition? C'est quoi la punition? Je vous pose la question de débat. Donc, après, je vais arrêter l'enregistrement là. On va débattre. Ou bien peut-être je vais me laisser. Il y a certaines personnes qui aiment bien, mais je ne vais pas mettre sur ma chaîne. Donc, ça va être un truc privé. Mais est-ce que faut-il, oui ou non, punir un enfant? C'est quoi la punition? Quand on dit punition, c'est quoi la punition? D'abord, ici, au Canada, ce n'est pas en France, c'est en Belgique, c'est que ça dit. Mais ici, au Canada, le mot punition, ce n'est pas ça qu'on utilise, on utilise le mot conséquence, qui a été suffisamment retravaillé de telle manière que l'aspect violence a été enlevé. Est-ce qu'il faut avoir des conséquences pour les enfants? Si oui, lesquelles? C'est par ça que je vais ouvrir le débat, mais avant que vous nous parliez, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous avez retenu? Seulement ce que vous avez aimé dans tout ce qui a été dit. D'accord? Mais avant tout ça, je voudrais donner la parole. Je voudrais donner la parole à... Il y a un micro qui est ouvert, je ne sais pas si c'est pour Jean-Marie. Je voudrais donner la parole à Clara. Clara, si tu peux nous faire une chanson et après on passe à autre chose. D'accord.